Bonsoir à tous. Donc là maintenant nous allons corriger uniquement la fiche de TD-L1 SECO en microéconomie. Et nous allons répondre pour cette série de TD uniquement aux questions à choix multiples. Et répondre aussi au vrai ou faux. Les prochains exercices vont être corrigés au laboratoire, au tableau. Alors, on ne doit pas tarder, on va commencer une fois avec le thème 1. Dans le thème 1, on dit l'ensemble est droite budgétaire. Question numéro 1. On dit, la pente de la droite de budget dépend uniquement des prix relatifs des deux biens considérés. Vrai ou faux? On va dire vrai. Parce que lorsqu'on écrit par exemple, pour un revenu R et deux biens X, Y, si on écrit l'équation budgétaire et qu'on dit Y en fonction de X, on va se rendre compte que la pente de cette droite-là est fonction, c'est le rapport des prix des biens X et Y. Dans cette vidéo, on a bien démontré cela. Donc, pour la première question, c'est vrai. Ensuite, lorsque seul le budget du consommateur varie alors que les prix de biens X et Y demeurent constants, le taux marginal de substitution X, Y est le même pour chacune des combinaisons optimales des biens grand X et grand Y. Nous allons encore dire là-bas vrai. Ce taux marginal de substitution, c'est le rapport des prix des différents biens. Donc, ça n'a rien à y voir avec le niveau de satisfaction du consommateur. Donc, on dit très bien que lorsque seul le budget du consommateur varie alors que les prix de biens X et Y demeurent constants, le taux marginal de substitution est le même pour chacune des combinaisons optimales des biens X et Y. C'est encore là vrai. Donc, dans les vidéos précédentes, référez-vous, on a eu à démontrer cela. Question numéro 3. Considérons deux biens grand X et grand Y. Si le prix de Y est constant, la baisse du prix du bien X induit une augmentation du pouvoir d'achat, une augmentation du prix du bien Y, une augmentation du revenu du consommateur. On va tout simplement dire que la bonne réponse est une augmentation du pouvoir d'achat. Parce que si le prix d'un tel bien diminue, forcément, ça montre que le consommateur a plus de possibilités, de perspectives d'augmenter sa consommation, d'augmenter son achat en termes de biens. Donc, ça veut dire que le panier qu'il a pris précédemment doit être encore rehaussé. Donc, cela montre qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat. On a eu à démontrer cela analytiquement et même géométriquement et théoriquement. Donc, ceci finit avec les questions ici à répondre par vrai ou faux pour l'ensemble et droite budgétaire. Si nous prenons le thème 2, où nous parlons exactement des courbes d'indifférence, on va se rendre compte que, question, une courbe d'indifférence représente l'ensemble des biens que le consommateur désire consommer, petit a, petit b, l'ensemble des biens que le consommateur peut consommer avec son budget, petit c, l'ensemble des quantités de différents biens qui procurent au consommateur la même satisfaction. On avait eu à démontrer que la courbe d'indifférence était encore comme quoi? Le lieu géométrique où les différents biens ou les différentes combinaisons de biens procuraient au consommateur le même niveau de satisfaction. Donc, dans ce cadre-ci, la bonne réponse est le petit c. L'ensemble des quantités de différents biens qui procurent au consommateur la même satisfaction. Très bien. Maintenant, question numéro 2 pour cette partie. Une entreprise qui vend des montres a établi que les deux critères de choix les plus importants pour ses clients étaient la fiabilité, représentée par grand F, et l'esthétique, représentée par grand E, qui sont relativement substituables. Le consommateur moyen maximise sa satisfaction. Ici, on a le rapport de l'utilité marginale de F sur l'utilité marginale de l'esthétique, de la fiabilité sur l'esthétique, qui est égale à 4. On peut dire que le consommateur serait prêt à sacrifier une unité de fiabilité contre 4 unités d'esthétique. C'est la proposition petit a. Le consommateur serait prêt à sacrifier 4 unités de fiabilité contre une unité d'esthétique. Le petit c, le consommateur serait prêt à sacrifier une unité d'esthétique contre 4 unités de fiabilité. Petit d, le consommateur serait prêt à sacrifier 4 unités d'esthétique contre une unité de fiabilité. La bonne réponse ici est que le consommateur serait prêt à sacrifier une unité de fiabilité contre 4 unités d'esthétique. Donc c'est ça.
qu'on a pu démontrer. En petit 3, on nous dit ceci. Le long d'une courbe d'indifférence, le taux marginal de substitution de x à y est croissant, décroissant, constant. On avait démontré que, ici, le long d'une courbe d'indifférence, le taux marginal de substitution de x à y est bel et bien décroissant. Alors, si on passe à la question numéro 4, à la question numéro 4, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le long d'une courbe d'indifférence, la variation de l'utilité totale est nulle. On demande de répondre par vrai ou faux. Là, c'est faux exactement, parce que même si on somme toutes les utilités marginales, on avait montré que l'utilité totale était la somme des utilités marginales. Et si on somme les utilités marginales, on n'aura pas toujours que la variation de cette somme-là va toujours donner 0. Non, ce n'est pas toujours 0. Donc, c'est faux. Et pour la cinquième question, on dit de démontrer à l'aide d'un graphique que deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper. Je pense que dans la chaîne YouTube, c'est la première vidéo où nous avons montré que, en effet, deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper. Donc, référez-vous juste à la chaîne et à la première vidéo, vous retrouverez bien d'amples explications sur cette partie-là. Donc, ceci montre que j'ai répondu ainsi à la deuxième partie de la série de télé de microéconomie L1 SECO. Alors, on va continuer cette fois-ci. Avec le thème 3. Et dans ce thème 3-ci, ce qui est intéressant pour moi le plus est de vous expliquer la fonction d'utilité à nouveau. Parce qu'il y a certains internautes qui m'ont posé la question de savoir que, mais Sylvain, vraiment, au niveau de la fonction d'utilité, là, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc c'est l'occasion pour eux de bien maintenant comprendre à travers ces différentes questions la notion de fonction d'utilité du consommateur. Parce que nous tous à la base, nous sommes tous des consommateurs. Ainsi, on dit question. L'utilité marginale procurée par un bien est le prix payé pour acquérir la dernière unité consommée de ce bien. Proposition A. Proposition B. Le coût de production de la dernière unité vendue de ce bien. Proposition C. La satisfaction procurée par la dernière unité consommée de ce bien. Moi, je dis ceci que l'utilité marginale procurée par un bien est la satisfaction procurée par la dernière unité consommée de ce bien. Donc la bonne réponse pour cette question, c'est le petit C. Maintenant, petit 2. On dit Maxime aime regarder les DVD et écouter les CD et en retirer la satisfaction. Pour maximiser sa satisfaction, Maxime pense que, proposition A, l'utilité marginale des CD doit être égale à celle des DVD. Proposition B, le prix des CD multiplié par leur utilité marginale doit être égal au prix des DVD multiplié par leur utilité marginale. Petit c, le rapport de l'utilité marginale des DVD au prix de ce bien doit être égal au rapport de l'utilité marginale des CD au prix de ce bien. Alors nous allons nous faire comprendre que, d'après la démonstration du taux marginal de substitution et de la condition de maximisation de la fonction utilité de notre consommateur sous contrainte budgétaire, on a démontré que le rapport de l'utilité marginale des DVD au prix de ce bien doit être égal au rapport de l'utilité marginale des CD au prix de ce bien. L'utilité marginale du CD sur le prix de ce bien est égale encore à l'utilité marginale des DVD sur le prix de ce bien. Donc il y a égalité. Analytiquement, géométriquement, on a démontré tout cela. Donc la réponse pour cette question est le petit C. Ainsi, si on revient un peu à côté, on dit que, en posant que l'utilité totale est égale à 10, ceci implique une mesure ordinale seule de l'utilité, petit a, proposition petit a, petit b, une mesure cardinale seule de l'utilité, une mesure ordinale et cardinale de l'utilité, rien de ce qui précède. On va dire que lorsqu'on a l'utilité totale qui est égale à 10, vous voyez que 10 est une quantité finie. C'est une quantité finie, c'est une quantité discrète. Et comme c'est une quantité discrète, elle est là juste pour nous. Ce 10 est là pour nous montrer en effet le niveau de satisfaction que notre consommateur retire en consommant bien sûr les biens. Donc, d'après les néoclassiques, on va nous faire comprendre que une mesure cardinale seule de l'utilité. Donc la réponse à cette question est bel et bien le petit B. On dit ceci, quatrième question. En général, pour qu'un consommateur maximise l'utilité retirée de la consommation d'un bien, il est nécessaire et suffisant, proposition petit a,
que l'ensemble de biens qu'il achète se situe quelque part sur la droite du budget. Petit b, qu'il achète autant de biens que possible. Petit c, qu'il n'achète aucun bien inférieur. Petit d, que les utilités marginales par franc de tous les biens consommés soient égales les unes aux autres. La bonne réponse ici est que, en général, pour qu'un consommateur maximise l'utilité retirée de la consommation d'un bien, il est nécessaire et suffisant que l'ensemble de biens qu'il achète se situe quelque part sur la droite du budget. Donc la bonne réponse ici est le petit a. Tout ce que je suis en train de dire, je ne réexplique que ce qu'on a eu à faire dans les vidéos précédentes. Donc allez-y dans les vidéos précédentes pour mieux retrouver d'amples explications. Dans la question petit 5, on dit, selon les tenants de la théorie cardinale, l'utilité marginale d'un bien est toujours décroissante, généralement décroissante, souvent croissante puis décroissante. Non, on a démontré que l'utilité marginale, selon les marginalistes, ça veut dire les néoclassiques, à l'instar de Menger, Givon et Waras, ils ont bien démontré que, ils ont très bien démontré que l'utilité marginale d'un bien est toujours décroissante. Donc, je pense qu'il était question que dans la fiche numéro 1 de L1 Seco, nous puissions d'abord répondre brièvement aux questions-réponses afin de donner d'amples explications à ces internautes qui, depuis longtemps, essaient toujours de nous poser les mêmes questions. Ceci, ça y est fait. Donc nous allons plutôt essayer dans d'autres vidéos de corriger les exercices classiques. Sur ce, je vous remercie. Faites des pouces de j'aime sur cette vidéo et publiez-la partout où besoin est demandé. Bye bye. Je vous dis merci. Cliquez sur like, j'aime.